Bonjour et bienvenue sur Parlons-en, le podcast des éditions CEDRAP, éditeur scolaire pour la maternelle et le primaire depuis plus de 35 ans, pour échanger sur les grands thèmes de l'actualité pédagogique. Avec nos invités, auteurs, enseignants, chercheurs et professionnels médico-sociaux, nous partageons les connaissances, expériences et anecdotes de chacun pour envisager l'école et l'enseignement de demain. La coopération, la lecture, l'évaluation, le harcèlement, l'apprentissage sur écran, l'écoute et bien d'autres. Retrouvez et écoutez tous nos sujets d'échange et n'hésitez pas à prolonger les débats en partageant nos épisodes sur les réseaux sociaux. L'éducation physique et sportive, épisode 1 sur 3. Bonjour à tous et bienvenue. Nous avons le plaisir de vous retrouver pour notre émission Parlons-en avec la CEDRAP. Depuis 2020, nous avons régulièrement invité dans notre émission des acteurs du monde de l'enseignement pour partager leur expérience et leurs analyses sur des thèmes choisis. Cette collection de tables rondes et de débats autour de grands thèmes pédagogiques en lien avec l'actualité, vous pouvez la retrouver sur notre site cedra.fr et accéder à la chaîne YouTube ou au podcast sur Spotify. Alors le thème du jour est plutôt un thème d'actualité puisque nous allons échanger avec nos invités sur l'éducation physique et sportive. Donc un thème d'actualité puisque à cette rentrée de septembre, on a eu l'occasion d'en parler avec les rituels. Donc aujourd'hui, nous allons nous questionner ensemble sur l'EPS. Alors pour cela, nous avons 3 invités et l'émission sera animée par Sabine Coste. Alors Sabine Coste, bonjour. Je vais donc pour vous présenter, vous êtes professeur agrégé d'EPS et docteur en sciences de l'éducation et de la formation. Vous êtes enseignante formatrice EPS, responsable pédagogique à l'INSPE de Chambéry. Vous intervenez également sur des formations de formateurs à l'IFE-ENS de Lyon et avez publié de nombreux articles et ouvrages sur notre sujet du jour, donc l'EPS. À ce titre et pour la première fois, nous avons le plaisir de vous confier l'animation de notre discussion. Et alors, comme invité, nous avons, alors je vais commencer par Franck. Notre premier invité est Franck Labrosse. Franck, bonjour et bienvenue. Vous êtes enseignant d'EPS depuis 1996 et formateur et responsable d'antenne INSPE. Doté d'une certification complémentaire d'enseignant spécialisé, d'un master en besoins éducatifs particuliers et d'un master formateur, vous intervenez en formation continue et en formation initiale auprès du MEF premier degré. Vous êtes également membre organisateur du premier groupe de l'association pour l'enseignement de l'EPS. Et vous partagez vos expériences aujourd'hui avec nous. Vous avez également un site qu'on peut aller visiter, donc www.prof-eps-ash.fr. Je vous invite à aller le visiter. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Alors, nous avons également comme invité Cécile Gatouya. Bonjour. Vous êtes professeur d'EPS en poste et conseillère pédagogique départementale EPS dans l'Hérault. Vous avez publié des articles dans les cahiers pédagogiques que nous connaissons très bien. Merci de nous rejoindre et de débattre avec nous sur le thème du jour. Et enfin, avec nous, Laetitia Facio. Bonjour Laetitia. Donc, vous êtes professeure des écoles PEMF en Savoie. Vous proposez également des formations aux élèves allophones et un suivi des professeurs des écoles stagiaires. Vous partagez aujourd'hui votre vision de terrain. Bienvenue et nous avons hâte de vous écouter bien sûr sur ce débat. Sabine, je vous laisse donc vous animer cette table ronde en compagnie donc de nos invités autour du thème de l'éducation physique et sportive. Bonne émission à tous. Merci. Je vais tout d'abord vous remercier de la confiance que vous m'avez faite, que vous m'avez accordée pour l'animation de cette émission. Et donc, pour débuter, l'idée, c'est que cette émission s'organise autour de 3 grands temps. Un premier temps où on va essayer de comprendre et de clarifier comment est organisé l'EPS dans les écoles aujourd'hui, comment se fait la formation, essayer de préciser de l'EPS, donc l'objet dont nous parlons. Ensuite, on essaiera d'aller plus concrètement dans ce qui se passe en EPS, comment les élèves vivent l'EPS et quelles sont les réussites et les moments heureux qu'ils vivent. Et on abordera ensuite les enjeux actuels donc des activités physiques et sportives de l'EPS
avec la question de l'activité physique quotidienne, des 30 minutes d'APQ. Voilà, je ne dévoile pas plus ce dernier point qui va nous occuper. Alors, on va essayer de comprendre comment le PS se passe dans les écoles aujourd'hui. Est-ce que les programmes nationaux se déclinent de façon identique de partout? Est-ce que, par exemple, dans une école de la Savoie, on a des activités qui ressemblent aux écoles de l'Hérault? Je vais peut-être laisser prendre la parole. Je vais donner la parole à Laetitia, à Cécile, pour nous expliquer comment est organisé l'EPS de façon plus précise. Je peux prendre la parole. Donc Cécile, je suis conseillère pédagogique départementale en éducation physique et sportive. Il faut savoir que dans le premier degré, les écoles appartiennent par secteur à des circonscriptions. Dans chaque circonscription, il y a un conseiller pédagogique en charge du dossier EPS. Les professeurs des écoles ont bien sûr reçu une formation initiale, mais qui est assez courte à la faculté d'éducation. L'EPS à l'école primaire est la troisième volume horaire, 108 heures. Mais quelquefois, les enseignants rencontrent des difficultés pour enseigner l'éducation physique et sportive, d'autant plus que la formation continue est de plus en plus consacrée aux mathématiques et au français et qu'il est difficile de faire de la formation continue en EPS. Donc, nous avons beaucoup aussi de sollicitations du monde sportif pour intervenir dans les écoles et les conseillers pédagogiques leur rôle est de garantir que les projets pédagogiques en EPS, qui sont des fois co-construits avec des intervenants de clubs, par exemple, répondent aux objectifs de l'EPS et qu'il y ait une co-intervention de l'enseignant et de l'intervenant pour assurer pour répondre aux objectifs de l'EPS en primaire. Voilà, c'est un petit peu général pour l'instant, mais on pourra rentrer dans les détails un peu plus tard. Alors, tu as abordé la question des intervenants, mais l'EPS est toujours enseigné sous la responsabilité du ou de la professeur des écoles. Toujours. C'est le professeur des écoles qui est responsable pédagogique de l'enseignement de l'EPS dans sa classe. Et alors peut-être que Laetitia veut intervenir. Oui, je rejoins Cécile. Effectivement, je suis professeure des écoles depuis de nombreuses années. J'ai enseigné en milieu rural et en milieu urbain, actuellement. Et c'est vrai qu'on a eu une formation lors de notre prise de fonction, quand j'étais stagiaire. Et de moins en moins, nous avons accès aux formations concernant l'éducation physique et sportive, hormis des temps sur une formation sur le ski de fond, la natation ou des activités plus complexes à mettre en œuvre. Et c'est vrai qu'il existe un décalage entre ce qui est prescrit et le réel sur le terrain. Te questionner pour savoir quel est cet écart, c'est-à-dire que lorsque l'on est néo-enseignant ou enseignant expérimenté, est-ce que c'est facile d'enseigner l'EPS lorsqu'on est un enseignant polyvalent comme sont les professeurs des écoles? Non, ce n'est pas si simple que ça. De par notre propre cursus universitaire, moi je viens d'un cursus littéraire, davantage langue. Je n'ai pas beaucoup de connaissances. J'ai des connaissances didactiques
n'est pas suffisamment approfondi comme un prof d'EPS dans le second degré ou des conseillers pédagogiques qui ont fait le cursus STAPS, par exemple. Et c'est vrai que le peu de formation qu'on a, ça ne nous permet pas d'avoir vraiment des connaissances approfondies. Après, d'autres difficultés s'ajoutent, c'est en fonction du milieu où on enseigne, au niveau des infrastructures. On n'a pas accès à toutes les infrastructures qu'on souhaiterait. Moi, j'ai cette chance d'enseigner en zone urbaine où on a quand même les infrastructures gymnase, terrain de sport, on a beaucoup de choses en place, mais ayant enseigné en milieu rural, c'est vrai qu'on n'a pas grand-chose. On a un bout de cours, un terrain peut-être disponible, une salle des fêtes, et c'est plus compliqué de proposer vraiment un enseignement, une éducation physique et sportive. Ajouter quelque chose. Dans les milieux urbains, c'est pas toujours facile non plus d'avoir accès aux installations. Des fois, c'est soumis aussi par les territoriaux, des étapes, et ne peuvent les enseignants qui veulent accéder à des installations ne peuvent le faire que s'ils ont l'intervention d'étapes, par exemple. Sinon, c'est plus difficile d'obtenir un créneau dans un gymnase ou sur un terrain de sport. Bon, après, ça dépend vraiment des écoles, quoi, de là où elles sont situées. Oui, complètement. Pardon. Nous, on a un planning en début d'année où on doit se positionner sur certains créneaux, mais c'est vrai qu'on doit partager avec une dizaine d'autres écoles, le collège, le lycée aussi qui est situé à côté. Donc c'est vrai que c'est compliqué de se partager les infrastructures. Mais quand même, par rapport à un milieu rural, on a plus de possibilités. Alors, si je peux me permettre, non, justement, par rapport aux horaires d'EPS réels, il y a un rapport qui est sorti de 2002 de l'inspection générale qui montre chez les CM, donc CM1 et CM2, sur le prescrit qui est une moyenne hebdomadaire qui devrait être de 3 heures, on est sur un déficit d'1 heure d'enseignement en moyenne en France. C'est-à-dire qu'en moyenne en France, l'EPS est enseigné à hauteur d'1h45 au lieu des 3 heures, ce qui est une moyenne nationale. Ce qui recouvre, on va dire, une grande hétérogénéité, mais qui montre que c'est l'une des matières sur lesquelles le non-respect des préconisations est la plus importante. Et effectivement, je pense que c'est une matière qui donne du plaisir à certains enseignants, mais moi, le retour que j'ai du terrain, c'est que c'est une matière qui peut faire aussi un peu peur de temps en temps chez certains enseignants, et qu'effectivement, la formation continue. Hein, moi, dans mon secteur, moi, les conseillers pédas sont pris pour les constellations, sont pris sur des missions et ont plus en plus de missions qui sont des missions hors EPS. Et ce qui veut dire qu'il y a une plus grande difficulté aussi à accompagner les enseignants de terrain qui pourraient être en difficulté ou qui auraient besoin d'être accompagnés. Il me semble que on a, je pense, une voie de progrès par rapport à cet accompagnement qu'on pourrait faire au quotidien une fois que les gens sont nommés. Alors, il y a une unanimité entre nous pour dire qu'effectivement, ce qui est demandé dans les programmes nationaux ne sont pas effectués dans toutes les écoles de France. On vient de noter des difficultés au niveau des installations, mais il me semble, et il y a une enquête en ce moment qui est menée par EPS et Société et qui est réalisée dans de nombreuses écoles en France et qui montre que au-delà de la dimension matérielle, il y a une question de dynamique d'équipe, alors d'école ou locale, et que cette dynamique que je vais appeler locale, entre différents enseignants du secteur ou au niveau de l'école, elle est très importante justement pour que ce projet d'EPS soit mis en place et pour accompagner et soutenir les collègues qui se sentent
peut-être un peu moins à l'aise avec l'EPS et qui les encourage et qui les accompagne dans cette mise en œuvre de l'EPS. Alors, est-ce que concrètement, là où vous, Laetitia, Cécile, Franck, est-ce que vous pouvez identifier des dynamiques locales qui seraient favorables justement à l'EPS à l'école? Et comment vous pourriez les caractériser de façon plus précise? Alors, si je peux démarrer, il y a toutes les dynamiques locales qui sont en lien avec l'UCEP. Voilà, et l'UCEP est vraiment un levier pour faire en sorte qu'il y ait une dynamique au sein des écoles pour voilà, faire de l'EPS, pour après aller rencontrer d'autres classes. Ça, c'est quelque chose qui marche bien, en tout cas sur le secteur de l'Hérault, dans les zones rurales en fait, déjà. Ensuite, deuxième levier, il y a un levier qui marche aussi chez nous, c'est le levier aussi les écoles qui sont labellisées Génération 2024. Alors c'est vrai qu'on a vu arriver ça avec un petit peu, on était un petit peu réticents, mais ça peut permettre à des écoles vraiment de s'engager dans un projet autour de l'EPS et un projet sportif, et ça peut être aussi très intéressant. Et enfin, après, il y a des initiatives locales dont on pourra parler peut-être dans la deuxième partie. Par exemple, chez nous, autour du golf, par exemple. Voilà. Est-ce que tu pourrais préciser ce que c'est que cette affaire que la Génération 2024? Alors, Génération 2024, c'est par rapport à, en gros, c'est un projet qui a été lancé par l'État par rapport à la promotion de l'activité physique en vue des Jeux Olympiques. Et donc, il y a des établissements qui sont labellisés par rapport à la mise en place de projets en lien avec le monde sportif et la pratique sportive, avec l'horizon des Jeux Olympiques. Et c'est dans ce sens-là où il y a des labellisations qui sont faites par rapport à des projets. Moi, localement, dans ma région, je vois moins la dynamique qui est faite par ce type de projet. Effectivement, je rejoins, je sais plus qui a pris la parole juste avant, mais comme quoi, effectivement, l'USEP crée là où l'USEP est très présente, là où il y a des enseignants qui sont investis dans l'USEP, ça crée des vraies dynamiques locales parce qu'il y a des vrais projets. Un autre paramètre qui donne aussi des dynamiques locales, c'est normalement les cours doivent être animés et sont sous la responsabilité de l'enseignant, mais c'est quand potentiellement il y a des intervenants extérieurs qui sont pas des intervenants qui viennent simplement faire leur cours et l'enseignant qui est là entre guillemets à côté, mais c'est quand les cours sont faits, on va dire co-élaborés et co-animés avec un intervenant. Et effectivement, lorsqu'un intervenant est dans une école et qu'il y a quelque part ce partage d'expérience, le partage de cette expertise de l'enseignant sur la connaissance fine des élèves et ce partage, on va dire, de l'expertise peut-être plus technique ou disciplinaire des intervenants, ça crée aussi des dynamiques locales parce que les intervenants restent sur l'école ou généralement sont en lien avec cette école-là et ça permet aussi à créer potentiellement une certaine dynamique et une co-construction de compétences, et je pense que ça participe également de ces dynamiques parce que effectivement, en tant que membre du groupe du premier degré de la EPS, effectivement, nous pensons que l'EPS au premier degré, c'est pas une sous-EPS, c'est pas une EPS moindre que les autres, c'est que effectivement le fait d'avoir des dynamiques participe aussi à cette construction de compétences réciproques. Laetitia, pour préciser la nature des intervenants et les effets sur ton activité d'enseignante en EPS? Alors, je rejoins complètement ce que disait Franck. Nos écoles sur Chambéry, j'enseigne à Chambéry, on a un territoire assez dynamique, même plutôt dynamique par rapport à d'autres zones plus isolées, et on a cette chance d'avoir des intervenants sur notre école. Alors on essaye on essaye de travailler en cycle et de réfléchir en équipe pour qu'il y ait un continuum.
en fonction des champs d'apprentissage aussi, hein, sur les cycles. Mais c'est vrai que le fait d'avoir des intervenants qui ont plus de connaissances, on va dire, vont nous permettre de co-construire les séquences, enfin, les modules d'apprentissage. Et ça fait comme un effet miroir, en fait. Ça nous permet d'observer nos élèves, d'approfondir nos connaissances, d'observer les gestes professionnels de l'intervenant qui maîtrise quand même sa pratique, et après de reproduire par la suite, l'année suivante ou dans la foulée. Je sais par exemple qu'il y a eu une année, j'ai fait un projet, j'ai monté un projet rugby avec le club de rugby, et un intervenant venait pour une séance, et la séance suivante, c'est moi qui devais mener la séance avec mes élèves. Et ça permet de donner une forme de formation aux enseignants et de se sentir plus à l'aise, plus en sécurité après quand on doit mener par nous-mêmes les séances. Mais ça sera encore mieux si les conseillers PEDA pouvaient faire vraiment des vrais conseillers PEDA en EPS, puisque je pense que la valence EPS me semble a disparu du CAFIPEMF. Et je crois qu'il y a de moins en moins de spécificité EPS dans les conseillers PEDA qui, justement, cette mission qu'on finit par déléguer par une co-formation avec des gens extérieurs, ça devrait être pleinement la fonction des conseillers PEDA. Et ils sont tellement pris par d'autres choses. Ben oui, c'est pour ça. Et voilà. Notamment les constellations et d'autres projets à côté. Mathématiques, français, laïcité, distribution de masques et de gel. Au détriment de leur formation, quelque part du cœur de leur spécificité. Bien sûr. On constate donc un glissement des missions des conseillers pédagogiques dits EPS. Et donc, ces activités-là semblent déléguées à des intervenants qu'on n'a peut-être pas spécifiés. Ça peut être des entraîneurs de club, ça peut être des étapes, enfin du personnel de la communale, ça peut être aidez-moi si vous pouvez illustrer, parce que le mot intervenant est générique. Et l'idée, c'était de préciser ces intervenants, comment on pourrait les... Alors, les intervenants, il y a de plusieurs natures. Il y a les ETAPS, éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives, dans toutes les collectivités qui en emploient. Donc, c'est des fonctionnaires de la fonction territoriale qui ont une spécialité sur les APS, en fait, les activités physiques et sportives. Intervenants, il peut y avoir des intervenants de clubs sportifs qui ont un brevet d'État, un BPGEPS, et qui ont une carte professionnelle qui est délivrée par la SDGS. Il peut y avoir des intervenants bénévoles, par exemple pour la natation. Nous, sur Montpellier, on fait passer un test. Enfin, les conseillers pédagogiques font passer un test d'agrément natation. Donc, déjà, on s'assure que les parents sachent nager, et puis on leur présente le projet pédagogique, on leur présente leur rôle, et ils vont se déplacer avec les enseignants et ils peuvent prendre en charge un groupe d'élèves. Pareil pour le cyclisme. Voilà. Ensuite, comme intervenants, sont rémunérés, donc voilà, les étapes, c'est les bénévoles. Je vais laisser la parole à mes collègues, il y en a peut-être d'autres que j'ai oubliés. Alors je rajouterais qu'il y a aussi les étudiants STAPS en L3 qui peuvent intervenir avec leurs enseignants et co-construire des séquences, des modules d'apprentissage. Oui, étudiants du CREPS aussi. Ouais, c'est ça. Et et de plus en plus d'autres organismes de formation privés aussi. Alors, et je rajouterais, parce que je pense que c'est non négligeable et que ça pourrait être une piste d'évolution quelque part pour l'avenir, c'est que la dernière circulaire sur la natation ouvre la porte à ce qu'un enseignement puisse être co-animé avec des enseignants d'EPS, ce qui pourrait potentiellement permettre d'avoir des cours qui pourraient être mutualisés
avec des sixièmes et des CM2 et reconstruire des groupes à partir des groupes de besoins et clairement pouvoir s'échanger des expertises puisque l'enseignant de PS a une certaine expertise, mais qui n'est pas la même que celui du professeur des écoles, et qu'effectivement, et le texte de natation ouvre la porte à cela, qui pourrait être une piste quelque part de mutualisation en passant sur des groupes de besoins, sans que, à titre personnel, et pour l'instant mes collègues de l'AEPS sont d'accord, sans que pour autant l'EPS soit enseigné à l'école primaire par des professeurs d'EPS, puisqu'il y a aussi des fois cette discussion qui existe, mais que on puisse travailler ensemble et potentiellement mutualiser, notamment sur le lien CM2, 6e, notamment, ça pourrait être intéressant de travailler sur des mêmes lieux en même temps, et ce qui permettrait d'avoir encore une forme d'intervention formatrice, réciproque. Donc, merci pour toutes ces précisions. Je te laisserai la parole ensuite, Laetitia, je vois que tu vas intervenir, mais j'aurais voulu qu'on aborde le thème suivant. L'éducation physique et sportive, fin de la première partie. La suite au prochain épisode. Bonjour et bienvenue sur Parlons-en, le podcast des éditions CEDRAP, éditeur scolaire pour la maternelle et le primaire depuis plus de 35 ans, pour échanger sur les grands thèmes de l'actualité pédagogique. Avec nos invités, auteurs, enseignants, chercheurs et professionnels médico-sociaux, nous partageons les connaissances, expériences et anecdotes de chacun pour envisager l'école et l'enseignement de demain. La coopération, la lecture, l'évaluation, le harcèlement, l'apprentissage sur écran, l'écoute et bien d'autres. Retrouvez et écoutez tous nos sujets d'échange et n'hésitez pas à prolonger les débats en partageant nos épisodes sur les réseaux sociaux. L'éducation physique et sportive, épisode 2 sur 3. J'aurais voulu qu'on aborde le thème suivant maintenant qu'on a parlé des personnes qui intervenaient, enfin qui enseignaient, comment on enseigne le PS, qu'est-ce qu'ils apprennent, ces élèves, et est-ce qu'il y a des projets particuliers? Parce que Laetitia, tu as parlé de modules, on a parlé de projets. Alors, plus concrètement, comment ça se passe avec les élèves? Puis, le professeur des écoles, un intervenant, qu'est-ce que les élèves vivent en EPS à l'école? Alors, je pense que tu m'interroges, Sabine, en premier lieu, puisque je suis sur le terrain. On va dire que, n'étant moi-même pas très à l'aise avec l'enseignement de l'EPS, je vais être plus à l'aise sur certaines pratiques et moins sur d'autres. Là où ça fonctionne bien, c'est quand on propose un projet, de mettre en projet cet enseignement avec d'autres disciplines. Et j'allais rebondir sur ce que disait Cécile, le projet Génération 2024 sur le golf, donc en lien avec le comité sportif de golf en Savoie. Donc on a initié ce projet sur le REP+, puisque j'enseigne en REP+, avec le comité de Savoie. Et on va le continuer cette année. Et ça a été un beau projet qui a été mené sur toutes les écoles du REP, avec des enseignants qui souhaitaient s'engager dans ce projet et se former aussi par la même occasion avec les intervenants du comité. Donc peut-être que Cécile pourra en dire davantage sur l'organisation et la prise de contact avec le comité. En fait, c'est un projet, enfin chez nous, pour le projet golf, c'est un projet qui a été au départ initié par le comité départemental de golf, qui a contacté mon collègue conseiller pédagogique départemental. C'est rajouté, donc il y a une réflexion qui a commencé à s'engager, avec aussi la présence de l'UCEP. Et chez nous aussi, on a un organisme qui émane du département de l'Hérault, ça s'appelle Hérault-Sport, qui a pour vocation de développer le sport dans l'Hérault, mais notamment en milieu rural.
Et il y avait aussi à Aérosport un moniteur qui était spécialiste golf entre guillemets. Et donc toutes ces personnes-là se sont réunies pour construire un projet golf, mais qui soit vraiment accessible aux élèves et aux enseignants, sans avoir besoin d'un terrain de golf en particulier. Il y a eu des formations pour les enseignants, mais ces enseignants sont venus volontairement, en dehors de leur temps de travail en fait. Hein, ça a bien marché. Hein. Et donc depuis, en fait, ce projet continue. Donc c'est de la co-construction et co-intervention des personnes d'Aérosport. Le CREPS, là, c'est désengagé, mais il y a encore le CREPS, des membres des brevets d'État du comité, l'UCEP et les enseignants. Donc les élèves maintenant peuvent suivre un cycle de golf et se rendre avec l'aide du comité qui réserve un golf, voilà la journée, une journée dans un vrai golf, quoi. Et voilà, c'est vraiment un projet qui a mobilisé plusieurs partenaires et qui au final permet aux enseignants de voir que finalement le golf, quand on a les outils, quand on a des gens qui ont réfléchi autour de nous, c'est pas si difficile à mettre en place. Alors nous, c'est vrai que ça a été initié sur le REP, en sachant qu'on a un pourcentage quand même assez élevé d'élèves qui ne pratiquent pas de sport du tout en dehors de l'école. Et le golf a permis à ces élèves d'accéder à une pratique qui pourrait sembler élitiste. Et dans la même mouvance que ce que vous avez mis en place dans votre département, ça a permis de co-construire avec des intervenants qualifiés, de découvrir différents parcours, découvrir la pratique aussi, de se confronter à soi-même et d'arriver d'essayer de gérer ses émotions, parce que c'est pas une pratique simple, et de gérer aussi ce point de sécurité qui était important, pour terminer par la découverte d'un parcours de golf, d'avoir accès à un parcours de golf pas trop loin de notre école, et d'y passer une demi-journée, effectivement. Et c'était un très beau projet, d'autant plus qu'on le reconduit cette année. Après, pour tous les projets chez nous autour de Génération 2024, dont on parlait tout à l'heure, c'est vraiment un projet de classe ou d'école où ça va aller au-delà de l'EPS, c'est-à-dire qu'il va y avoir tout ce qui est découverte de l'histoire de l'olympisme, en relation par exemple avec le GDOS qui peut venir avec des expositions sur l'histoire de l'olympisme. Ça peut être aussi la rencontre, ce sont des sportifs de haut niveau qui viennent aussi à l'école. Voilà, nous on s'en est saisi de cette opportunité pour vraiment redynamiser l'EPS à l'école primaire, quoi. Mais notre premier interlocuteur pour moi c'est vraiment l'UCEP, quoi, qui a vraiment une démarche très intéressante et une approche aussi de la gestion par les élèves d'une association. Voilà, c'est aussi un apprentissage très intéressant pour les élèves. Moi, localement, je suis pas enseignant je suis plus sur le terrain depuis quelques temps, mais dernièrement, moi, ce que j'ai vu aussi qui marche bien et qui fonctionne dans mon secteur, c'est aussi des projets en lien avec le parcours éducatif, artistique et culturel, notamment des articulations et des projets qui mettent en lien, on va dire, une école et potentiellement là où je suis, sur le secteur du Havre, par exemple, on a un centre national chorégraphique qui permet d'avoir des projets en lien avec la danse. Donc on est en lien avec l'EPS, hein, la danse sur l'EPS et sur le côté artistique, avec, ça peut être des résidents, ça peut être des artistes, des chorégraphes qui vont venir suivre soit des projets, on va dire, ponctuels, soit des projets suivis. Et il me semble que ce type de projet suivi dans le cadre du PEAC qui permet d'articuler l'EPS, mais aussi d'autres enseignements, sont, à mon sens, des choses qui marchent bien. Et ça marche, mais ce qui est important, c'est que, à mon sens, ce qui prime, c'est pas l'activité.
parce que souvent on conçoit le PS par l'activité, mais que lorsqu'on travaille sur le fond d'un projet, on entre véritablement sur une question sur l'apprentissage. Qu'est-ce qu'on apprend en EPS dans ce projet? Qu'est-ce que les élèves vont développer? Et si on arrive à articuler apprentissage, pratique et projet, il me semble que là, on arrive à avoir des choses qui sont porteuses localement. Et moi, ce que dernièrement, j'ai pu voir des projets artistiques en danse qui étaient très mobilisateurs au niveau des écoles. Et je pense que ça fait aussi partie des pistes qui permettent de développer des beaux projets. Oui, c'est vrai que tous les projets interdisciplinaires ont vraiment du succès à l'école, quoi. C'est arriver à relier tous les apprentissages et voilà, c'est ce qui est intéressant à l'école primaire. Ce qui nous facilite sur le terrain la mise en œuvre justement de l'éducation physique et sportive. Et je vais peut-être vous parler d'une petite fierté en tant qu'enseignante. Un projet qu'on a mené, on l'avait initié dans le cadre de la présidence de l'Europe l'année dernière. Et on avait initié un projet danse qui était proposé, c'était une chorégraphie participative. Et on l'a initié sur notre école avec 2 enseignantes, moi-même et une enseignante, une collègue, pour que les élèves puissent participer à cette chorégraphie participative. Et au bout du compte, à la fin de ce projet, celui-ci s'est terminé par le fait que toutes les classes de l'école, donc tous les élèves, ont participé à cette chorégraphie. On avait invité aussi les parents qui n'ont pas voulu nous rejoindre dans la chorégraphie, mais sont restés spectateurs. Et en fait, on a terminé ce projet par 150 élèves dans la même cour qui ont réalisé cette chorégraphie sur l'Europe. C'était Danse l'Europe. Et les élèves ont pu s'exprimer corporellement, ont osé se mettre en scène, lâcher prise. Et les enseignants également ont accompagné les élèves. Donc on était tous en fait en une forme de communion. Voilà, et c'est quand même une fierté et un beau projet qui s'est mis en place tant bien que mal. Alors, ce projet, Laetitia, je reprends. Et cette chorégraphie, on peut même la voir sur Internet. Il y a un lien. Donc, j'invite tous les auditeurs à retrouver le lien et à aller voir tous les élèves de l'école donc de Chambéry danser pour la présidence de l'Europe. Mais j'aurais eu une question. On va aller voir. et moi, ce que je trouve tout à fait intéressant de ce que tu viens d'expliquer, c'est que au-delà des apprentissages de l'élève, ça touche aussi la personne de l'élève, l'enfant, le jeune, ses parents aussi, et certainement aussi une dynamique de classe, une ambiance de classe. Est-ce que ce projet d'EPS, est-ce qu'il a eu des répercussions avec tes élèves tout au long de l'année, à la fin de l'année? Est-ce que tu as pu sentir quelque chose de particulier ou pas? Ou peut-être que j'aimais des pistes un peu trop utopiques, je ne sais pas. Au début, ce projet a été difficile. Il a été difficile de le mettre en place parce que, comme je le rappelle, hein, j'enseigne dans un contexte de réseau d'éducation prioritaire renforcé. Donc les élèves qu'on a en charge, enfin moi j'ai une classe de CM1, CM2, sont assez réticents sur tout ce qui touche la danse, oser s'exprimer corporellement, le lâcher prise et le vivre ensemble, hein, ainsi que le climat scolaire. Et c'est vrai que ce projet a permis de travailler sur ce vivre ensemble et de danser ensemble, mais avec les enseignants aussi, et une forme d'harmonie. C'est passé, il y a eu quelque chose qui s'est passé, et c'est vrai que
Les élèves en ont éprouvé de la fierté, les enseignants aussi, mais je ne sais pas si vous irez voir la vidéo, mais on peut le voir ou pas, parce que j'ai une collègue, voilà, on a été filmé, et on voyait que les enseignants pouvaient être en harmonie aussi avec les élèves, et une forme de communion. Donc l'enseignant lâchait prise aussi, mais les élèves lâchaient prise face à l'enseignant et au regard des autres. Et on a un climat assez apaisé sur l'école. Peut-être que c'est dû à ces formes de projets aussi où on essaye d'initier ces pratiques un peu différentes et éloignées de nos élèves. Oui. Un petit mot, mais je sais pas si c'est peut-être pas le moment, ou je sais pas. Moi, je trouve que par contre, tous ces projets, on en fait beaucoup aussi. C'est vraiment super pour la dynamique autour de l'EPS. Par contre, moi, je trouve que les enseignants sont vraiment en grande difficulté sur de savoir qu'est-ce qu'il y a à apprendre en EPS, en fait. Et le fait qu'il y ait de moins en moins de formation, c'est encore de plus en plus difficile. Et autant je trouve que les enseignants du premier degré se posent des questions sur, en mathématiques, voilà, j'ai des objectifs, il y a ça à apprendre, etc. En EPS, des fois, ça reste vraiment, oui, je vais faire les sport co parce qu'il va y avoir la socialisation, c'est bien, je vais leur apprendre le respect, etc. Mais vraiment, quand on pose à un enseignant, voilà, ton élève, là, je sais pas, il veut lancer loin et puis il n'y arrive pas. Quel contenu, qu'est-ce qu'il y a à apprendre, mais parce que ils ont une formation qui est vraiment assez réduite, une formation initiale, et le manque de formation continue maintenant fait que, voilà, ça reste des fois sur des objectifs qui sont plus généraux, quoi, et pas qu'est-ce que je veux apprendre à mon élève véritablement. Voilà. Je ne peux qu'abonder ces propos, Cécile. Effectivement, je rejoins ça. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai fait le point entre la pratique et l'apprendre. C'est que oui, on a peu de pratique, mais qu'effectivement, je pense que la réflexion sur l'apprendre aurait beaucoup à y gagner et qu'effectivement, le déficit de formation continue, mais également le déficit de formation initiale, puisque c'est là où j'interviens. Effectivement, quand j'ai entre 30 et 40 heures annuelles pour former des étudiants, pour les faire rentrer dans le métier et qu'il y a très peu de formation après continue, cette question de qu'est-ce qui s'apprend en EPS, qu'est-ce qui mérite d'être appris, qu'est-ce qui est le plus important que d'autres, effectivement, je pense que c'est une vraie question et un vrai grand et beau chantier qui mériterait d'être creusé. Et je compléterai aussi, je compléterai, Franck, ce que tu viens de dire, avec la nouvelle maquette de formation qu'on a eu qu'on met laborieusement en place. On se rend compte que il y a un nombre d'heures de formation liées à la discipline EPS qui est en diminution et cette question de l'enseignement de l'EPS questionne le rapport au corps, et c'est vrai que les étudiants qui viennent se former ont besoin de vivre, j'allais dire, un peu d'EPS en Master 1, en Master 2, pour se sentir à l'aise et ensuite penser différemment l'EPS et se penser enseigner l'EPS avec ses élèves. C'est un ressenti là de formatrice que j'exprime. Mais c'est peut-être là où vont rentrer en jeu, je ne sais pas si c'est l'heure de parler des APQ, mais les APQ 30 minutes, la crainte, parce qu'on dit les APQ viennent en plus du programme d'EPS et doivent être faites les jours où il n'y a pas EPS. Moi, j'ai peur un petit peu de la dérive, puisque les APQ, on vous donne un kit et puis après, il y a plein de petits jeux, tout ça. Enfin, c'est super, quoi. Voilà, il faudrait pas que l'EPS dérive sur là-dessus, quoi. Enfin, qu'on pense qu'on fait de l'EPS quand on fait 30 minutes d'activité physique quotidienne. C'est un petit peu une crainte, mais bon, c'est un avis. L'éducation physique et sportive, fin de la deuxième partie, la suite au prochain épisode.
Bonjour et bienvenue sur Parlons-en, le podcast des éditions CEDRAP, éditeur scolaire pour la maternelle et le primaire depuis plus de 35 ans, pour échanger sur les grands thèmes de l'actualité pédagogique. Avec nos invités, auteurs, enseignants, chercheurs et professionnels médico-sociaux, nous partageons les connaissances, expériences et anecdotes de chacun pour envisager l'école et l'enseignement de demain. La coopération, la lecture, l'évaluation, le harcèlement, l'apprentissage sur écran, l'écoute et bien d'autres. Retrouvez et écoutez tous nos sujets d'échange et n'hésitez pas à prolonger les débats en partageant nos épisodes sur les réseaux sociaux. L'éducation physique et sportive, épisode 3 sur 3. Je vais laisser Franck intervenir sur le sujet, sur EPS, APQ. Voilà, je pense qu'on avait un petit peu la même idée, donc je te cède la parole. Il n'y a pas de souci. Alors, juste pour dire que la réflexion sur la place de l'EPS, elle vient de quelques temps, mais qu'effectivement, l'EPS, au précédent, à la rénovation du concours de CRPE, la première mouture de la rénovation du concours de CRPE devait faire supprimer l'EPS au concours. Ce qui n'est pas négligeable comme signe donné, même s'ils étaient remis a posteriori, et que c'était pour cette raison que la EPS a créé un groupe EPS premier degré, parce que, quelque part, on pense qu'il y a un déficit de formation. Parenthèse fermée, l'APQ, je trouve que l'APQ, dans son idée, part d'une bonne idée qui est de développer les pratiques corporelles pour lutter contre la sédentarité. Je pourrais dire que l'idée serait bonne si les heures de PS étaient respectées. Et que, c'est là où ce qui est difficile, c'est qu'on sait qu'il est difficile de faire entrer tous les enseignements dans un emploi du temps normal, et on doit normalement faire de la PQ sans retirer rien à aucun enseignement, sachant que déjà l'EPS est sous-enseigné. Donc effectivement, je partage l'avis du fait que effectivement le risque c'est d'inverser la PQ par rapport à l'EPS. Néanmoins, la PQ peut avoir un effet positif, parce que je pense que la PQ, ça peut être un moyen de faire réfléchir sur le temps de pratique corporelle durant du temps comme la récréation. Qu'est-ce que l'on fait dans la récréation? Comment elle est prise en compte? Comment on peut développer ou initier ou faire des pauses avec l'usage du corps dans la journée? Ça pourrait être intéressant si c'est vu de cette manière-là. Réfléchir sur le temps scolaire, réfléchir sur la place du corps à l'école, réfléchir sur les récréations, réfléchir sur ces temps-là. Si c'est d'autre côté, faire de la bougeotte à la place de faire de l'apprentissage en EPS, clairement, je pense qu'il y a une bonne idée, mais un vrai risque. Donc, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire pour bien préciser, pour bien faire comprendre que lorsque l'on enseigne l'EPS, il y a des visées d'apprentissage, il y a des progrès, il y a des apprentissages dont on vient de préciser qu'ils étaient autres que moteurs. Et les intentions de cette APQ, donc activité physique quotidienne, c'est de faire bouger les élèves qui sont devenus de plus en plus sédentaires, donc pour lutter contre la sédentarité, avec peut-être une option de les rendre un peu plus sportifs, peut-être. Mais lorsque c'est dans le cadre de l'école, la visée d'apprentissage, moi, je l'entends comme ça, mais peut-être que vous me contredirez. La dimension, elle est plus ponctuelle, instantanée. C'est plus du bouger que de l'apprentissage. C'est-à-dire qu'on évacue ce stress de l'école pour faire en sorte que les élèves ensuite se centrent à nouveau sur les apprentissages fondamentaux, que sont les maths et le français. Alors qu'en EPS, il y a une dimension culturelle, il y a une dimension motrice, il y a une dimension citoyenne qui me semble pas aussi bien précisée dans les APQ. Mais j'aimerais être contredite. Non, moi je rejoins Franck. Voilà, si c'est fait en plus de l'EPS, c'est tout bénéfice, quoi. Voilà, mais c'est différent. Mais par exemple, moi j'ai rencontré une enseignante hier qui me dit, puisqu'on peut le faire à différents temps de la journée de l'enfant, hein. Ça peut être en arrivant à l'école, ça peut être pendant les récréations, mais bon, les récréations, c'est aussi, on n'est pas non plus, on est libre, hein, donc ça concerne pas tous les élèves. Ça peut être fait dans la classe, ça peut être fait sur le temps périscolaire, voilà. Donc il y a quand même besoin de savoir qui fait quoi sur le temps de l'enfant aussi, vraiment de se coordonner avec tout le monde.
Parce que si l'enfant, il en fait en arrivant à l'école, pendant la classe, entre midi et deux, il a EPS et périscolaire. Enfin bon, voilà. C'est vraiment, il faut vraiment considérer l'enfant sur son temps et que tout le monde travaille ensemble, quoi. Et les enseignants et le périscolaire et et l'enseignant me disait ah mais c'est super juste avant les mathématiques ben, je les fais bouger après ils sont super concentrés enfin ça c'est bénéfique on le sait que c'est bénéfique mais voilà tant que c'est pas confondu tant que le PS continue et qu'on distingue bien APQ et EPS ben, c'est tout bénéfice mais attention au dérapage on va dire. Alors Cécile, l'APQ dans la classe, ça ressemblerait à quoi? Alors, quelles pourraient être les formes d'APQ? Je vais essayer d'être plus précise. L'APQ peut prendre quelle forme de pratique? Qu'est-ce que les enseignants peuvent faire lorsqu'ils font de l'APQ et de l'APQ dans la salle de cours, de la salle de classe? Quelle forme? Ça peut être des petits flash mobs, ça peut être des jeux traditionnels, ça peut être du matériel qui est laissé à la récréation sur des jeux qu'ils ont vus, dont les enfants s'emparent. Ça peut être, je sais pas, dans la classe, ça peut être, je fais l'arbre, les mains en haut, enfin des petites choses comme ça, quoi. C'est vraiment tout simple, tout simple. Ça peut être, les enseignants aussi essayent de développer, ben je fais un petit relais, je vais chercher une fiche en anglais, je lis la fiche en anglais, je reviens. Ils essayent aussi de croiser avec d'autres disciplines. C'est des petites choses comme ça. Alors du coup, je vais questionner Laetitia. Surtout, Laetitia, ne prends pas ça pour un piège du tout. Est-ce que tu fais des APQ avec tes élèves ou est-ce que vous faites dans l'école où tu es des APQ avec les élèves et est-ce que cet APQ se différencie de l'EPS et est-ce que les élèves et les enseignants perçoivent une différence? Je sais pas. C'est pas du tout une question piège, c'est juste pour savoir et pour essayer de comprendre. Alors, c'est vrai que ça a été difficile au début, ça s'est mis en place l'année dernière, hein, il me semble, les APQ. J'ai un doute. Oui, c'était l'année dernière. C'était en expérimentation l'année dernière et rendu obligatoire cette année. Voilà. On s'est beaucoup questionné sur les objectifs des APQ et ça a un peu brouillé les pistes entre APQ, EPS. Et il a vraiment fallu en discuter, chercher des informations, comprendre ce qu'on attendait de ces APQ. À partir du moment où on est au clair, je pense qu'on fait rapidement la distinction. Après, effectivement, je rejoins Franck et Cécile de dire attention à cette dérive. Il faut qu'on soit bien accompagné dans les écoles pour bien comprendre cette distinction entre APQ et EPS et montrer que c'est complémentaire et que l'APQ, c'est pas, ça peut se mettre en place sur le temps de récréation, sur le périscolaire. Nous, on avait commandé les kits qui étaient prévus. On a reçu les kits dans les écoles. Alors, on avait débuté par une mise en place sur le temps des récréations, donc de remettre des activités avec les élastiques, des jeux un peu plus traditionnels, des activités toutes simples pour faire bouger les élèves. Et moi, me concernant, comme disait Cécile, j'en profite pour, dans la classe, faire des petits temps où on bouge en anglais, quand on doit mimer une chanson, ou sur des temps propices, voilà, pour faire bouger les élèves. Voilà. Alors les APQ, ça ouvre des espaces de liberté, enfin c'est des espaces de liberté qui sont offerts aux enseignants, j'allais dire pour être sur une approche plus transversale des apprentissages. Ça dépend comment on l'interprète. Moi, je pense qu'on le faisait déjà en classe, de faire bouger les élèves sur les temps d'anglais, sur d'autres temps aussi. Mais après, je pense que pour que ce soit vraiment efficace, il faudrait le travailler et de monter des projets avec le périscolaire. Mais pour ça, les équipes ont sans doute besoin d'être davantage accompagnées
par les conseillers pédagogiques. Moi, je Et pense que c'est surtout faire, enfin, je veux dire, c'est bien dit, activité quotidienne. C'est juste sur le biais de la santé. Les enfants, ils bougent pas assez, on les fait bouger. Voilà. Après, les enseignants vont s'en emparer et vont peut-être croiser des choses, mais le but premier, c'est qu'ils bougent. Voilà. c'est ça. Qu'ils bougent. Mais quand je vous entends parler, j'ai un peu l'impression, c'est une approche un peu simpliste, mais je vois que Franck veut réagir, donc je vais le laisser réagir, puisqu'il n'est pas intervenu sur les APQ. Alors, Si, je suis intervenu un petit peu au début, mais juste pour dire qu'effectivement, il y a un vrai flou. Et effectivement, derrière ce vrai flou, ça a créé quelque part, je pense, un malaise, parce que pour certains, dans ce flou, certains vont dire, bah, je vais faire de la PQ en EPS et c'est pas peine de faire de PS que je vais faire de la PQ. Il y en a d'autres qui distinguent très clairement l'EPS de la PQ. Il y en a certains qui ne se posent pas la question. Et qu'effectivement, ce flou peut être à même de, bah, je sais qu'il y a une certaine réticence parfois sur la PQ par rapport à l'EPS, mais je pense que c'est dû justement à ce flou-là, parce que ce flou était aussi entretenu, parce que sur le flou de ce que c'est que l'EPS, quand on entend qu'on va faire du sport, qu'on va faire de l'EPS, qu'on va faire de l'activité, le fait que l'EPS est aussi un lieu d'apprentissage et d'enseignement, qu'effectivement, je pense que ce flou pose problème à un certain nombre de personnes, parce que ça donne lieu à une réinterprétation et qui peut, dans certaines écoles, être très porteur avec des projets, et ça peut être des choses très très bien, mais qui peut d'autre côté aussi ouvrir d'autres portes et une clarification de ce qu'il y a derrière. Mais sachant que, tel que je l'interprète, pour moi, la PQ, c'est bouger. Pour ça, tout à l'heure, j'ai dit, on fait de la bougeotte. C'est pas négatif, c'est une mobilisation corporelle sans forcément de visée d'apprentissage, mais de dépenses caloriques minimum, suite aux préconisations, qui sont des préconisations de l'OMS, des préconisations de bouger un minimum de 30 minutes par jour. Mais effectivement, l'EPS, c'est bouger, mais pas que. L'EPS, c'est pas que bouger. L'EPS, c'est aussi un endroit où on développe le corps, mais on développe aussi autre chose. Et qu'effectivement, si l'ambition de l'école, c'est uniquement faire bouger les élèves, je pense autant qu'on fasse réellement bien tous les enseignements, dont l'EPS. Et peut-être que si l'EPS, quelque part, 3 heures en moyenne de PS de manière hebdomadaire, on arrive à ces 30 minutes en maternelle, ils font leurs 30 minutes par jour, puisque c'est 30 à 45 minutes par jour. Quotidienne, oui. Tout à fait d'accord avec Franck. Et donc finalement, il n'y a pas besoin de faire des 30 minutes par jour, puisque le PS le fait. Ou il faudrait faire 30 minutes en plus. Mais au détriment de quel enseignement? Et on arrive sur la contrainte horaire, puisque les journées n'étant pas extensibles, si on fait bouger plus les élèves, c'est à la place de quoi? oui, effectivement, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, effectivement, si on faisait les programmes prévus, j'allais dire, on serait dans les clous, mais on serait un peu à côté des orientations ministérielles. Donc, c'est une réelle question politique de l'enseignement de l'EPS, de l'enseignement dans le premier degré et de la place de l'EPS à l'école. Juste un petit complément par rapport à l'APQ et ce dont tu as parlé, Laetitia, du matériel que vous avez eu et qui est utilisé, en quoi c'est différent, complémentaire, intéressant, ce matériel. Je fais le lien avec le début de l'émission où on a dit qu'on n'avait pas toujours les installations, le matériel pour faire de l'EPS. Et est-ce que ça peut apporter quelque chose? Est-ce que ça peut être utile, ce matériel que vous avez eu? Est-ce que, j'allais dire, c'est un plus pour vous? Alors, on avait déjà, on a un budget pour commander du matériel, mais là, il n'y avait pas, c'était pas vraiment, il y avait un carton, il n'y avait pas non plus énormément il y avait quelques ballons, des élastiques, il y avait des cordes à sauter. Pardon? Des petites haies, des chasubles. Oui, en fait, voilà. C'est un kit qui a été proposé aux écoles l'année dernière qui s'engageaient à faire 30 APQ. Et ça a un petit peu, entre guillemets, appâté les écoles. Oui.
Et maintenant, toutes les écoles qui s'inscrivent, il y a plus de kits. C'est fini. Il n'y en a plus. Ah, mais non, ils étaient intéressants. C'est toujours intéressant de prendre ce qui nous est offert quand même. Et puis voilà, on a essayé de le mettre en place. Mais c'est vrai qu'il y a une forme de dérive étant PEMF. Et je suis des professeurs des écoles stagiaires. En début d'année, ces enseignants stagiaires se posaient la question s'il fallait faire figurer APQ dans l'emploi du temps. C'est une excellente question, effectivement. Alors, en tant que formatrice, c'est vrai que c'est mettre dans l'emploi du temps, inscrire dans l'emploi du temps EPS, et Oui. puis APQ en relation avec peut-être le périscolaire, avec peut-être l'UCEP, avec. Mais ça, c'est mon avis personnel. Hein. Là, je me positionne qu'on est sur la fin de notre de cette émission et puis je me positionne comme l'idéal, ça serait qu'il y ait EPS. L'idéal, à mon avis, c'est qu'il y ait EPS, l'horaire qui est dédié, plus APQ. Parce que sur le périscolaire et sur, par exemple, la récréation, il y a des élèves à la récréation, et ils ont envie de s'asseoir dans un coin et discuter. Et sur le périscolaire, il y en a qui rentrent chez eux, donc on les touche pas tous. Voilà, donc mon avis est que l'idéal, c'est que on s'assure que l'EPS soit enseigné à l'école élémentaire. Et ça passe aussi par les inspecteurs de circonscription. Quand ils vont quand ils vont visiter un professeur des écoles, c'est très rarement sur une séance de PS. C'est plus souvent sur les mathématiques ou sur le français. Donc il faut aussi que dans les circonscriptions et notamment les inspecteurs soient convaincus de la nécessité que l'horaire de PS est respecté. Donc ça veut dire que c'est marqué dans le projet d'école parce que voilà, on regarde, on insiste, ce qui se fait pas forcément. Alors justement, sur la PQ, l'objectif de la PQ, il est purement sanitaire pour lutter contre la sédentarité. L'objectif, il est vraiment sanitaire contre la sédentarité. Et ça me refait penser à une phrase qui date des années 70, Jean Le Gouche, je crois, qui disait que nous manquerions à notre mission si nous formions des débiles moteurs resplendissants de santé. Et qu'effectivement, la question du sanitaire est très importante, mais que de qu'est-ce qu'on apprend et de développer l'apprentissage, effectivement, il faut être capable de séparer le côté bouger pour sa santé, qui peut être simplement bouger, qui pourrait être le minimum syndical, on pourrait dire, mais que bouger ne suffit pas à nos missions d'enseignants. Effectivement, il y a des cycles dans l'histoire et dans l'histoire de l'EPS aussi, effectivement. La dimension de la santé a eu une période, donc a pris une place très importante pendant une période un peu lointaine, mais qui revient et qui trouve sa place dans les objectifs de l'école. Et donc, nous arrivons au terme de cette émission. Donc, ce que je voudrais donc relever, c'est que on s'est rendu compte en vous écoutant que en EPS, il y a des belles choses, il y a des apprentissages essentiels. Alors, je vais pas reprendre fondamentaux parce que ça renvoie à d'autres disciplines essentielles, importants, qui contribuent au développement personnel de chacun des élèves. On s'est rendu compte aussi que les professeurs des écoles ressentent une formation initiale et une formation tout au long de la vie un peu déficiente, mais ils trouvent des opportunités au quotidien avec les intervenants dans les projets pour se former par eux-mêmes. Et on perçoit donc une porosité entre ce qui se passe dans l'école, l'EPS, avec le monde extérieur, et c'est plutôt bien, c'est une ouverture vers l'extérieur. Et ce que je voulais aussi souligner, c'est cette dimension d'accès à la culture pour des élèves qui n'ont pas accès dans leur environnement personnel. Alors, je ne sais pas si vous voulez rapidement rajouter un mot à ce que je viens de dire, ou pardon, une phrase ou un mot, chacun des intervenants. Est-ce que vous voulez réagir sur la place de l'EPS?
Pour ma part, je crois que tout a été dit. Donc, Je voudrais juste rajouter que je pense que si une vraie formation initiale et surtout une vraie formation continue avec des conseillers pédagogues qui pouvaient faire leur travail pour lequel ils sont normalement missionnés, permettrait effectivement de développer une vraie EPS où on apprend quelque chose et que bouger c'est bien, mais apprendre en bougeant, c'est encore mieux. Merci. Oui, on se rend compte, cet échange nous a montré que il y a des évolutions à l'intérieur de l'institution, mais qui sont, j'allais dire, rééquilibrées par des engagements des professeurs des écoles qui vont chercher ailleurs, dans d'autres contextes, des choses que logiquement l'institution devrait leur donner en termes de formation. Voilà, alors je ne sais pas si vous allez reprendre, Sandra reprend la parole. Oui, non, mais je crois que vous avez fait une très bonne conclusion sur tout ce qui a été dit. Alors bon, moi j'étais à l'écoute, donc aujourd'hui à écouter tout ce qui a été dit. Donc c'est vrai que on sait, et vous l'avez très bien dit, je crois que c'est Franck qui l'a dit, un grand nombre d'élèves qui ne pratiquent pas de sport en dehors de l'école. On connaît pourtant l'importance de faire du sport. L'APQ d'ailleurs a été mis en place pour ça. C'est important pour la santé physique, mais pas que. Vous en avez parlé, pour les émotions, le rapport à l'autre, le rapport à soi, à son corps également. On sent aussi que les enseignants ne sont pas tous à l'aise avec cette discipline, et c'est normal, hein, surtout en élémentaire, on leur demande d'être experts dans toutes les disciplines, donc c'est compliqué, même s'ils y arrivent la même, bon voilà, c'est pas facile pour tous. Laetitia, vous avez notamment témoigné sur, par exemple, l'importance de mettre en place les projets qui facilitent son enseignement, et vous conseillez aux éditeurs de ne pas hésiter à mettre ces projets en place, ce qui permet de faire notamment de l'interdisciplinarité et donner de l'intérêt et de l'implication aux élèves. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont recommandées de votre part, en tout cas vous l'avez expérimenté. Les contraintes ou les difficultés des élèves sur le rapport à l'autre, la réticence qu'ils peuvent avoir parfois, grâce à ces projets, ça fait sauter les barrières, ça crée une dynamique et ça les motive forcément à mettre en place, enfin à vivre le sport. J'essaie de résumer tout ce que j'ai entendu parce qu'il y a eu mille choses effectivement qui ont été évoquées. Vous avez parlé aussi au début du matériel qui manquait. Ça, c'est pas évident. Le matériel, c'est vrai qu'il faut pouvoir mettre des séances avec ce qu'on trouve parce que on n'a pas toujours l'équipement, donc c'est pas toujours facile. Mais avec des fois des petites choses, on arrive à mettre des choses en place et notamment avec la collaboration des intervenants. Là, j'ai bien compris que les intervenants pouvaient apporter une dynamique forte et avec l'enseignant, c'était une co-construction de compétences entre deux et qui permet de donner du dynamisme à l'EPS, mais aussi qui est formateur pour l'enseignant, parce qu'on a vu que bon, l'enseignant doit être expert en tout, mais c'est pas si évident que ça. J'ai la condition d'être co-élaboré, co-animé. C'est surtout cette condition-là qui est hyper importante. Voilà. Et c'est vrai que là, du coup, l'intervenant a toute sa place. D'ailleurs, on peut trouver, vous avez donné plein d'exemples de quel type d'intervenants on peut trouver. Ils sont d'horizons assez différents finalement. Et en fonction peut-être du projet, etc., c'est vrai qu'ils peuvent vraiment apporter un grand plus. On a conclu par l'APQ, puisque c'était la grande actualité de septembre, quand ça a été obligatoire pour tous. Effectivement, il y avait eu des écoles qui avaient testé déjà avant. Donc, depuis septembre, l'APQ a été demandé d'être mis en place. Donc, il s'agit effectivement, même si ça paraissait un peu flou au départ quand ça a été mis en place, il s'agit effectivement d'un point de santé. C'était dans cette idée-là que le gouvernement, enfin le ministère a voulu mettre en place des APQ. Vous avez évoqué tout ce qu'on peut entendre de la part des enseignants qui reviennent aussi vers nous, et c'est-à-dire comment le mettre en place, sachant que les horaires sont déjà assez pleins. Donc vous avez donné des pistes avec des récréations, en donnant des pistes de jeu, etc. Tout simplement aussi en anglais, avec des chansons, se bouger, voilà. Et c'est des choses qui étaient déjà faites, hein, mais ce qui est important, c'est qu'il faut que ce soit quotidien. Voilà, inviter l'enfant à bouger et surtout, je pense, et c'est ce que vous avez dit aussi, qu'il prenne sens, que ça prenne sens et qu'il sache que sa santé passe aussi par cette activité-là. Donc voilà, en tout cas, une chose est sûre, c'est que chacun d'entre vous, vous avez témoigné de la conviction, de l'importance de l'EPS, ça c'est sûr.
des difficultés matérielles, d'emploi du temps, de formation. Moi, ce que j'ai perçu aussi en vous écoutant, c'est que finalement, malgré tous ces obstacles, on voit que vous savez, et c'est là où vous avez été riche de propositions, aller chercher des idées, donner des conseils, savoir trouver des réponses à tous ces manques malheureusement qu'il peut y avoir, donc à travers des outils, à travers des associations et à travers des intervenants, etc. Donc ça a été riche de propositions, vos témoignages, et on vous en remercie. Merci beaucoup à Sabine aussi qui a apporté, voilà, qui a fait plus qu'animer, puisque évidemment elle a aussi un statut qui permet de faire plus que l'animation et d'être un vrai témoin sur cette discipline. Voilà, j'espère Est-ce que que je peux l'émission. rajouter Oui, est-ce que je peux rajouter un tout petit point de vigilance? oui, En fait, de plus en plus, on parle d'écologie et il y a beaucoup de collectivités qui s'engagent à végétaliser les cours de récréation. Et j'ai l'exemple de quelques écoles qui avaient ce seul espace pour pratiquer l'EPS et qui se retrouvent ne plus pouvoir parce que, alors c'est très bien de végétaliser les cours, mais que tous les enseignants soient vigilants quand il y a des projets comme ça, de garder des espaces de pratique aussi. Oui. Trouver un juste milieu, effectivement, entre faire baisser les températures, parce que végétaliser, c'est un peu la température qui descend. La municipalité vous propose un super projet comme ça, c'est très bien, mais vraiment avoir un juste milieu pour garder quand même des espaces de pratique. Donc, ça sera le mot de la fin. Donc, l'enthousiasme, toutes les idées sont là, et soyez vigilants aussi pour pouvoir continuer à avoir les espaces nécessaires, en plus des outils qu'on ne trouve pas forcément. Donc, au moins avoir l'espace nécessaire pour faire du sport avec les élèves. Merci à tous, en tout cas. Pour votre participation, vos idées, voilà, je suis sûre que les enseignants qui nous écoutent ont pris note et puis vont essayer de mettre en place des choses. En tout cas, je suis sûre que tout le monde est persuadé de l'importance du sport. Et maintenant, reste à en convaincre aussi les petits élèves. Voilà. Au revoir et à bientôt. Merci à tous. Merci. Au revoir. Merci à tous et à toutes. Merci, au revoir.